Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Dans la vie politique des nations, il existe parfois des commémorations bien particulières, comme par exemple le fait de célébrer le début d'une guerre plutôt que de célébrer sa fin, l'arrêt des hostilités et l'avènement de la paix, le retour de la paix. En donnant cet exemple, je pense bien évidemment à l'Ouganda, qui célébrait ce jeudi 7 février ce qui est appelé dans ce pays Tarehe Sita. Tarehe Sita, cela veut dire la date du 6, qui renvoie à la date du 6 février 1981, lorsque la NRA, the National Resistance Army, branche armée du mouvement politique du président Yoweri Museveni, lança des hostilités contre le gouvernement du président d'alors, Milton Obote. Ce 6 février 1981, Yoweri Museveni, à la tête d'un groupe de 27 personnes, s'est attaqué à la caserne de Kabamba pour prendre le contrôle d'un important stock d'armes qui était entreposé dans cette caserne. Ce fut le début d'une guerre sanglante qui allait durer 5 ans. Au terme de ces 5 années, le mouvement du président Museveni est parvenu à s'emparer de la capitale Kampala et c'est comme cela que le président Museveni est arrivé au pouvoir. C'était le 29 janvier 1986. Depuis lors, le président Museveni est au pouvoir et cela fait 39 ans. 39 ans au pouvoir. Et soit dit en passant, lorsqu'il est arrivé, le président Museveni s'était insurgé contre les dirigeants qui s'éternisaient au pouvoir en, en clamant haut et fort que l'alternance est un élément capital d'une vie démocratique. Et après 39 ans, il a oublié ce qui était l'un de ses principes. Pour revenir à la date du 7 février, qui est commémorée, lorsque j'ai suivi les cérémonies de commémoration qui se sont déroulées dans la région de Masaka, parmi les intervenants du jour, j'ai vu Yoweri Museveni, le président, bien sûr, mais également son fils, un certain Muhoozi Kainerugaba, général de son État, qui se trouve être le chef d'état-major de l'UPDF, l'armée ougandaise. Et c'est justement ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand on voit un chef d'État et son fils est chef d'état-major. En Ouganda, ça ne dérange personne. Et quand on essaie de regarder parmi l'entourage justement du président Museveni, il y a son fils, Muhoozi Kainerugaba, il y a son petit frère, Salim Saleh, qui a une influence capitale dans la gestion des affaires de l'État. Il y a son épouse, Janet Museveni, qui fait partie du gouvernement ougandais. Il y a son gendre, apparemment aussi, qui a son mot à dire. Et donc, on se dit, est-ce que cette famille considère le patrimoine national, les affaires de l'État, comme un bien privé? Est-ce que Museveni sait faire la différence entre ce qui lui est personnellement propre, ce qui lui appartient en tant que personne, et ce qui appartient à l'État? C'est une question que l'on est en droit de se poser. Et pour revenir à tout cela, justement, il faudrait
revenir au parcours lui-même du président Museveni. Le président Museveni a joué un rôle majeur dans la guerre qui a renversé le dictateur Idi Amin Dada en 1979, à la tête du mouvement qui était appelé alors le Front Naza. Lui, Yoweri Museveni, le mouvement de Front Naza, ainsi que d'autres mouvements, ce n'était pas le seul, avec le soutien du gouvernement tanzanien, sont parvenus à renverser le régime du maréchal Idi Amin Dada. Après le départ d'Idi Amin Dada, s'en est suivi une période de transition, une période très instable. Et au cours de cette période, Yoweri Museveni a fait partie de différents gouvernements qui se sont installés à Kampala. Donc c'était quelqu'un vraiment qui avait un rôle capital à jouer dans la gestion de l'État et de la mise en place des changements attendus par le peuple ougandais. Pour sortir de cette période de transition, il a fallu organiser des élections. Et les élections eurent lieu le 10 décembre 1980. Parmi d'autres candidats, figurait un certain Yoweri Museveni. Et les élections, lorsque les résultats des élections furent proclamés, des élections étaient largement contestées, mais Yoweri Museveni est battu à plate couture. Les élections furent gagnées par Milton Obote. Et Museveni n'a pas attendu que le nouveau président entre en fonction et qu'il le voit à l'œuvre. Il critique son action. Non. Les élections ont eu lieu le 10 décembre 1980 et 2 mois plus tard à peine, le 7 février 1981, Yoweri Museveni et un groupe d'autres aventuriers, dont le président rwandais aujourd'hui, Paul Kagame, je parle de lui parce que c'est lui qui est connu, qui est populaire. Et donc, Museveni et ses aventuriers sont emparés de la caserne militaire de Kabamba et ont lancé les hostilités. En toute démocratie, normalement, et si on perd les élections, enfin, évidemment, des élections truquées, personne n'est pour, mais au moins, il aurait fallu combattre Milton Obote en partant de son action, non pas en partant de son installation. C'est justement que l'esprit démocrate du président Museveni commence à poser des questions. Ça, c'est un point. Le deuxième point, nous l'avons déjà évoqué, c'est le fait même de s'éterniser au pouvoir. 39 ans au pouvoir, sans penser à laisser la place aux autres. Au cours de ces 39 ans au pouvoir, pour gouverner le pays, donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, le chef de l'État ougandais s'appuie largement sur sa famille, jusqu'à nommer son fils chef d'état-major. Et c'est là, justement, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. En s'appuyant sur sa famille, bien sûr, mais également en s'appuyant sur l'armée qu'il a fait arriver au pouvoir. Et là, commence à se poser la question du respect des institutions. Récemment, vous avez suivi, la Cour constitutionnelle de l'Ouganda a pris une décision majeure en déclarant que les tribunaux militaires ne doivent pas juger les civils. Normalement, c'est ce qui devrait être la règle. Les civils ne doivent pas être traduits devant les tribunaux militaires. Or, c'est l'usage en Ouganda. Pourquoi on fait cela? Parce que justement, les tribunaux militaires, les fonctionnaires des tribunaux militaires sont contrôlés par le pouvoir.
ce qui n'est pas le cas des tribunaux civils. Et quand on vous traduit devant un tribunal militaire, le pouvoir peut être sûr que ce qu'il veut sera mis en application. Et ce n'est pas étonnant que, après la décision de la Cour constitutionnelle, le président Museveni est monté au créneau. Il a dénoncé une telle décision. Il a déclaré publiquement que le pays n'est pas dirigé par des juges. Et récemment, jeudi justement, lors de la célébration du Tarehe Sita, son fils, le chef d'état-major, le général Muhoozi Kainerugaba, a répété la même chose en s'en prenant ouvertement au juge. Muhoozi Kainerugaba, c'est quelqu'un normalement qui tient des propos dérangeants, mais là, il dit répéter ce que son père avait dit auparavant. Donc, il y a ce problème de respect des institutions. Et c'est un problème. Cela veut dire que le pouvoir du président Museveni s'appuie sur la famille et s'appuie sur l'armée en mettant en péril le respect des institutions et la séparation de pouvoir. En revenant sur la décision de la Cour constitutionnelle, on sait que les avocats d'un certain Kizza Besigye, qui est l'opposant légendaire au président Yoweri Museveni, ces avocats se sont saisis de cette décision pour demander que leurs clients soient envoyés devant les tribunaux civils. Et c'est ce qui dérange le président Museveni. Kizza Besigye a été arrêté, disons-le, au Kenya, voisin, de façon illégale d'ailleurs, et a été amené en Ouganda, où il est en train d'être traduit devant la justice pour une histoire de possession illégale des armes, tout ça. Mais ce sont des histoires politiques dans lesquelles je ne vais pas entrer aujourd'hui. Voilà donc le pouvoir ougandais. Au cours de ses 39 ans au pouvoir, à son actif tout de même, le président Museveni accorde à son peuple une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de la presse. Parce que la presse ougandaise tout de même a une large liberté. Et d'ailleurs aussi, certaines informations nous parviennent, et c'est que les journalistes ougandais travaillent en toute indépendance. C'est pas comme dans certains pays voisins. Et voilà. Et donc, nous voulions évoquer ce problème du président Museveni, qui célèbre le début des hostilités, le 7 février 1981, plutôt que de célébrer la fin de la guerre, le retour à la paix. Normalement, cela devrait se faire le 29 janvier, parce qu'il a pris le pouvoir le 29 janvier 1986. Donc, le fait qu'il s'éternise au pouvoir ramène ce problème de famille. Et si vous vous appuyez sur votre famille, cela donne des envies aux membres de la famille pour ce qui est de la succession, sachant que le président Museveni est âgé maintenant de 81 ans. Il commence à être âgé. Et les gens commencent à lorgner sur son fauteuil. Parmi ceux qui lorgnent sur son fauteuil, justement, figure un certain Muhoozi Kainerugaba qui est son fils, qui est chef d'état-major, et qui a des appuis dans le pays. Déjà, dernièrement, l'année dernière, il avait déclaré qu'il allait se présenter aux élections de 2026, l'année prochaine. Le pays doit organiser des élections. Et quand il a vu des réactions suscitées au sein de la population ougandaise,
Et d'ailleurs, parmi son cercle familial également, beaucoup ne se sont pas réjouis de ce projet. Il a fait volte-face, il a déclaré en septembre dernier que pour 2026, il n'allait pas être candidat, il allait soutenir la candidature de son père. Donc, ce qui veut dire que le président Museveni va encore une fois se présenter en 2026 et il aura alors 82 ans. Ça pose un problème. Il fait déjà partie des présidents africains, d'ailleurs du monde, qui ont une certaine longévité au pouvoir. Et donc, l'année prochaine, le président Museveni va se présenter encore aux élections dans son pays. Et son fils attendra son heure. Mais parmi ceux qui veulent lui succéder, il n'y a pas que le général Morosi, il y a également d'autres membres de la famille, et dont d'ailleurs, ce qui est dit là-bas, son épouse, Jeannette Museveni. Mais elle aussi, je pense qu'elle est âgée, elle, ça m'étonnerait. Mais ça se dit que lui aussi, pardon, elle aussi, voudrait prendre le fauteuil de son mari. En revenant sur le respect des institutions, nous avons parlé de cette affaire entre le pouvoir exécutif contrôlé par la famille Museveni et l'instance judiciaire. Mais il y a également le problème du pouvoir législatif. Normalement, le parti au pouvoir dispose de la majorité au Parlement. Mais on a suivi dernièrement des bisbilles entre le général Morosi, le chef d'état-major, le fils du président Museveni. Il y a une passe d'armes entre lui et des députés qu'il a qualifiés qu'il a qualifié de clown, puisqu'il lui demandait de venir donner des explications dans le cadre de ses fonctions. Le fait même de s'appuyer au pouvoir a des répercussions sur le respect des institutions et cela cause de problèmes. En parlant de Moïse Kainerugaba, j'ai dit que c'est quelqu'un qui tient des propos dérangeants, qui frise des fois la crise diplomatique entre l'Ouganda et les pays voisins. Quand il dit par exemple qu'il va s'attaquer au Kenya, qu'il pourrait attaquer le Kenya et le prendre dans quelques jours, il s'est attaqué une fois au Soudan du Sud. Il a provoqué la colère de Kinshasa pour ses propos qu'il tient en soutien aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, ainsi de suite. C'est quelqu'un vraiment qui tient des propos dérangeants. C'est quelqu'un qui ne contrôle pas son langage. Et souvent, il utilise la plateforme X pour mettre le feu aux médias en Ouganda. Et voilà. Et donc, son fils, le fils du président, pose même certains problèmes pour son comportement, pour ses bavardages, on peut dire. On parle du président Museveni qui célèbre depuis longtemps la journée du Tarehe Sita, la journée où il a lancé les hostilités contre le pouvoir du président Obote. Mais en parlant de cet événement, de cette célébration, on ne peut pas manquer d'évoquer les répercussions du pouvoir ougandais au cours de ces 39 ans de pouvoir du président Museveni sur la région des Grands Lacs. Parce que le président Museveni, en tout guerriero qu'il est, parce que c'est quelqu'un avant de participer au renversement du régime d'Idi Amin Dada, le président Museveni, qui a fait ses études à Dar es Salaam, a fait un séjour remarqué
qu'il répète à l'envi, au Mozambique, aux côtés des rebelles du Frélimo qui combattaient contre le pouvoir colonial. Il en a gardé une certaine expertise. Ça lui a permis d'ailleurs de faire ce qu'il a fait après. Et parmi justement sa doctrine de gouvernance, il s'appuie sur cette expérience, si courte soit-elle. Et il pense qu'il peut influencer le déroulement des affaires dans les pays voisins, dans la région, en soutenant des guérillas. Lui-même est arrivé au pouvoir par une guerre de guérillas. Il a été rebelle pendant 5 ans, tout de même. Quand il est arrivé au pouvoir, justement, parmi ses faits, il a soutenu la rébellion de John Garang, le colonel John Garang, qui a dirigé la guerre d'indépendance du Soudan du Sud, même s'il est mort avant l'accession au pouvoir. Il paraît que le président Museveni et le colonel John Garang s'étaient rencontrés à Dar es Salaam lors de leurs études et que donc il a aidé un ami. Mais voilà, il a aidé le Soudan du Sud à accéder à l'indépendance. Mais il y a également le Rwanda, c'est le cas le plus particulier. J'ai dit que parmi les 27 personnes qui ont aidé le président Museveni à prendre la caserne militaire de Kabamba, figurait un certain Paul Kagame. Il y avait aussi un autre Rwandais majeur qui s'appelait Frédéric Guigema. Frédéric Guigema et Paul Kagame ont contribué à ramener d'autres ressortissants rwandais qui ont rejoint les rangs de la rébellion du président Museveni, à telle enseigne que quand il a pris le pouvoir à Kampala le 29 janvier 1986, il y avait plusieurs ressortissants rwandais au sein de son armée. Et ceux-là, des Rwandais, réfugiés en réalité, réfugiés Tutsis, disons-le, avaient justement envie de mener une guerre contre le pouvoir rwandais d'alors. Et c'est ce que le président Museveni a fait. Il a aidé le FPR à attaquer le Rwanda. Depuis le 1er octobre 1990, le FPR a lancé les hostilités contre Kigali. Ce fut une guerre aussi meurtrière que le FPR a gagnée en juillet 1994. Sans l'appui du président Museveni, il aurait été très difficile au FPR de gagner cette guerre. Il y a la rébellion soudanaise et il y a aussi la rébellion du Rwanda. Mais quand on parle du Rwanda, maintenant du FPR, on sait maintenant ce qu'il y fait. Parce que le FPR a pris le pouvoir en juillet 1994. 2 ans plus tard, le FPR, disons le Rwanda, aidé par l'Ouganda, justement, du président Museveni et du Burundi dans une certaine mesure, a envahi le Zaïre de Mobutu. Le FPR, essentiellement, mais aidé aussi par l'Ouganda et le Burundi, a mené une rébellion qui allait renverser le pouvoir du président Mobutu. C'était au mois de mai 1997. Donc, cela veut dire, alors, nous sommes en train de parler des répercussions du pouvoir du président ougandais sur la région. Donc, il y a le changement du pouvoir, enfin, l'avènement, il y a l'indépendance du Soudan du Sud, il y a le changement de pouvoir à Kigali, il y a le changement de pouvoir à Kinshasa. Et c'est énorme. Le président Museveni
a une très grande responsabilité dans tous ces changements. Mais là où je veux en venir, c'est que pour qu'on puisse avoir ces changements, tous ces changements-là ont eu lieu au prix des pertes énormes, au prix des massacres indescriptibles. On parle du génocide rwandais, par exemple, contre les Tutsis, qui a été perpétré par le pouvoir qui était en train de perdre, mais il y a également des massacres indescriptibles, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par les soldats du FPR au Rwanda, mais également au Congo. Et tous ces crimes-là seront imputés évidemment à leurs auteurs, mais le président Museveni a une certaine responsabilité, peut-être indirecte, ou disons une responsabilité politique, mais il a une grande part dans tout ce qui s'est passé. On n'oublie pas pour que le pouvoir du FPR puisse arriver à Kigali, pour que le FPR puisse prendre le pouvoir, il a fallu assassiner deux présidents. Le 6 avril 1994, le FPR a abattu l'avion du président Juvenal Habyarimana, qui était d'ailleurs alors en compagnie du président burundais Cyprien Ntaryamira. Voilà le prix qu'il a fallu pour que le FPR puisse prendre le pouvoir. Et ce qui est étonnant, c'est que aucune enquête, jusqu'à présent, aucune enquête sérieuse n'a été menée pour établir des responsabilités des uns et des autres dans l'assassinat des présidents Habyarimana et Ntaryamira. Et nous savons que quand on tire sur un aéronef civil, normalement, cela constitue un crime de terrorisme. Mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour que ceux qui ont fait cela soient traduits devant la justice. C'est l'histoire. Nous parlions des répercussions du pouvoir ougandais sur la région en général. Mais nous ne pouvons pas terminer ce dossier sans parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs groupes armés coexistent, mais où est signalée essentiellement la rébellion du M23. D'aucuns parlent de la présence des troupes ougandaises aux côtés des rebelles du M23. Ce qui dément Kampala, et ce qui ne veut pas confirmer Kinshasa non plus, peut-être pour des raisons politiques et diplomatiques. Mais il y a des informations là-dessus. Bon, il y a une opération, je ne sais plus comment on le dit, il y a une opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée de l'UPDF ougandaise. Et donc, il y a des présences de façon connue de troupes ougandaises qui luttent aux côtés des troupes congolaises contre les rebelles de l'ADF. ADF Nalu, ce sont des rebelles ougandais, mais qui sont présents à l'est de la République démocratique. Et donc, il y a cette opération conjointe et connue de façon officielle. Mais d'autres informations disent qu'il y a d'autres contingents militaires de l'armée ougandaise qui aident les rebelles du M23 à semer la terreur à l'est de la République démocratique. Et même si cela n'était pas vrai, on sait que
pour que le M23 puisse attaquer le Congo, c'était en 2021. Les rebelles du M23 ne sont pas partis du Rwanda, ils sont partis de l'Ouganda. Parce qu'ils ont conquis d'abord la cité de Bunagana, qui est frontalière avec l'Ouganda. Et donc, quoi qu'il arrive, l'Ouganda, du président Museveni, a une grande part dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si l'Ouganda n'a pas aidé de façon directe les rebelles du M23, ils l'ont au moins aidé de façon indirecte, en facilitant le passage des soldats et des provisions, bien entendu. Et d'ailleurs, beaucoup de rebelles, lorsqu'ils ne sont pas en opération, vivent sur le sol ougandais, dont un certain Corneille Nangaa, qui est maintenant le président du mouvement, et le président de l'Alliance du fleuve Congo, qui comprend entre autres le M23. Et donc, l'Ouganda, qu'on le veuille ou non, a une part de responsabilité dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce que nous voulions dire aujourd'hui, nous avons parlé de cet événement, de cette semaine, la célébration en Ouganda du Tarehe Sita, la journée qui commémore le lancement des hostilités le 7 février 1981 du président Museveni contre le pouvoir d'alors du président Milton Obote. Nous nous sommes posé cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on célèbre la journée où on a lancé les hostilités plutôt que de célébrer la journée où la guerre a pris fin, où le pays a connu le retour à la paix. C'est une question que nous nous sommes posée et nous en avons profité pour parler largement du pouvoir du président Museveni, sa façon de gouverner, en s'appuyant sur sa famille, en s'appuyant sur l'armée. Et nous avons dit pour terminer que son pouvoir a eu une grande influence sur les changements qui sont intervenus dans certains pays de cette région des Grands Lacs africains. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.